Salut, Bonjour, bonjour. un nouvel épisode de Parle-moi donc de cinéma. Oui, On fait un épisode sur quelque chose qu'on a planté dernièrement, puis qu'on a jasé déjà brièvement dans Pascal Plante, notre, notre dernier épisode. mhm. C'était une trilogie de films que tout a adoré, puis tu m'as fait écouter, puis j'ai adoré. Puis je pense que ça vaut la peine d'être dit. T'avais jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Non. Non, jamais. Ben, c'est ça. Fait qu'on va jaser aujourd'hui de la trilogie Before de Richard Linklater. Qui, à ma surprise, quand j'ai vu le film, ben, j'ai vu les trois films. Puis après ça, je me suis dit, j'ai-tu vu tout ce qu'il a fait à peu près, Richard Linklater? Puis je fais, oh shit, il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de films. Je m'attendais pas à ça, tu sais. Ah ouais. Fait que non, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait. Non, c'est ça. C'est pas. Non, il n'y a pas un film à chaque 5 ans. C'est pas. Non, c'est ça, il a fait quasiment à chaque année. Mhm. C'est c'est pas Sofia Coppola ou. Je sais Non. pas. Mais c'est un réalisateur intéressant aussi qui fait des films indépendants américains avec une vibe particulière. Puis que je trouve que ça a du cachet. C'était bien bon. Mhm. Fait que, ouais, je pense qu'on peut commencer film par film peut-être. Puis ensuite aller peut-être dans des influences ou aller dans des Dans films du cinéma similaires. similaire ou des films qui reprennent un petit peu des. Des patterns, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'une, ben, tu vas être d'accord avec ça, je pense, mais une des forces de ce film-là, puis qui en fait son charme, c'est le clash des cultures. Ben, c'est des trois films, c'est le clash des cultures entre les États-Unis, puis l'Europe, puis comme ça voyage. Juste le fait d'avoir des acteurs, ben là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails encore, parce qu'on n'est pas dans les films, mais tu sais, de faire un Français, puis non, une Française, puis un Américain qui clashent ensemble, puis on dirait que ça marche bien. Puis en même temps, avec le style que c'est fait, c'est pas un film qui est un style très américain, même si tu comprends encore l'américanisme derrière ça. Puis c'est un style qui est pas européen non plus. Tu sais. Fait que je trouve que c'est une des forces du film. Là. Mhm. Mais oui, puis tu sais, tu parles de clash des cultures, tu sais, c'est pas tant un clash, tu sais, c'est pas nécessairement un affrontement, là, c'est Ah, euh, plus un mélange, là, c'est ça. un mélange, un dialogue, une rencontre, je sais pas, là. Mais ouais, puis un truc que j'aime aussi, puis justement, je l'avais noté le plus loin, puis je pensais pas en parler tout de suite, mais vu que tu amènes le sujet, tu sais, justement, tu sais, c'est un film américain, puis le personnage de Ethan Hawke est américain, mais ça se passe, ben, les trois films se passent en Europe. Puis, tu sais, t'as pas l'espèce de regard américain traditionnel, peut-être plus de droite républicain ou je sais pas trop, là, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, comme si tout ce qui est à l'extérieur des États-Unis est dangereux, puis c'est comme l'inconnu, c'est l'étranger, puis tu sais, tu sais, c'est Taken, là, si tu vas à Paris, ben tu vas te faire enlever, là, puis des affaires de même. Là. Ou le fameux, ou quand Fox News, là, après les attentats, parlait des no-go zones à Paris, là, les endroits où tu pouvais pas aller parce que c'était des quartiers dangereux, puis c'était complètement absurde. Là. Tu sais, genre, parce que t'as un peu plus de musulmans qu'ailleurs, ben là, c'est genre l'endroit extrêmement dangereux où c'est que, tu sais, c'est, Ouais. c'était complètement ridicule. Là. C'est à côté du cimetière du Père-Lachaise. Fait que tu n'as plus le droit de. Tous les Américains qui vont voir la tombe de Jim Morrison, ben là, puis ça, ils peuvent plus y aller parce que C'est dangereux. c'est dangereux. Mais non. Mais c'est ça, tu n'as pas du tout ça. Puis je veux dire, le personnage est pas. Tu sais, je veux dire, il n'a pas l'impression d'être sur une autre planète quand il Non, va non. ailleurs qu'aux États-Unis. Je veux dire, c'est à ce niveau-là, c'est ça. C'est pas trop. C'est pas un film imbécile. Puis, je veux dire, Mais tu sais, il me semble c'est- qu'il joue sur ça aussi dans le premier, il me semble.
Il disait Ethan Hawke, je pensais que t'étais un imbécile américain, pourtant t'es pas si pire que ça. Puis... C'est vrai qu'il joue avec ça. Mais plus les films avancent, plus je trouve, ben, non, je sais pas, mais tu sais, t'as quand même, au final, t'as quand même des caractéristiques très américaines dans le personnage d'Ethan Hawke, dans le sens que tu sais, t'as une espèce d'arrogance puis de trop grande confiance en lui, peut-être, qui ressort. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé. Mais, Dans le dernier, là. Ouais. ouais, entre autres, là, puis c'est ça, tu sais, je veux dire, puis c'est un personnage, tu sais, américain, il est quand même exubérant tu sais, dans sa façon de parler puis de dialoguer, tout ça. Mais, c'est ça, mais sinon, c'est le point là, qui montrerait ça, là, mais c'est ça, tu sais, c'est un film. Tu sais, il y a une ambiance très internationale là, dans les Ouais. films, je trouve. Là. Il y a même le Puis, style de comment il filme aussi, c'est pas nécessairement américain, mais c'est pas nécessairement européen. Puis je trouve, c'est ça, ça fait comme. Tu sens quand même, tu sais, c'est pas famille. Mettons, tu écoutes des films européens, des fois, c'est une façon de faire complètement différente, qu'on retrouve pas dans ça, là, mais je sais pas. En tout cas. ouais. Mais ouais. Puis Ethan Hawke, j'ai lu aussi, il disait que c'est la trilogie la moins lucrative de l'histoire du cinéma. Parce que ça n'a pas fait beaucoup d'argent, mais c'est pas destiné à faire de l'argent, c'est pas grave. Fait que, on pourrait rentrer tout de suite dans le premier film de la trilogie. C'est en 1995, il va faire le film Before Sunrise. Que, dans le fond, c'est deux personnes qui sont d'un train de Budapest jusqu'à Vienne. Puis là, t'as Ethan Hawke puis Julie Delpy, qui est la française. Puis là, Ethan Hawke, il faut qu'il débarque à Vienne pour prendre l'avion. Fait que là, il rencontre Julie Delpy, puis il dit hey, regarde, je t'ai vu dans le train, on a jasé un peu, il débarque avec moi, puis on va passer la nuit. Puis moi, je pars demain matin, tu prendras le train demain matin pour partir à Paris. T'sais. Fait que le film, en fait, c'est ça. C'est la nuit qui passe ensemble avec une petite histoire d'amour qui se développe un peu, une petite complicité. Puis ben, ça rappelle quand même pas mal des faux tatouages. Là. C'est ça, c'est une petite histoire d'amour avec une date de péremption, puis il y a quelque chose qui va se développer, ou c'est juste des amis. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au final, c'est juste comme des gens qui marchent dans Vienne, puis qui discutent là, de sujets de tout. Ouais. Mais c'est vrai, au final, c'est juste ça. Je veux dire, c'est deux personnages qui marchent, puis qui parlent, puis tu sais, des discussions qui n'ont pas nécessairement rapport, tu sais, je sais pas. Après, je sais pas, tu sais, j'ai juste vu le film une fois, puis je sais pas si, s'il y a vraiment une étude dans la construction des dialogues pour que ça ait un sens, ou tu sais, que vraiment c'est travaillé pour que ça amène à une construction logique vers, tu sais, sur leur histoire à eux, sur leur méta-histoire. Mais c'est ça. Mais au final, c'est juste des discussions qui, de prime abord, n'ont pas nécessairement rapport avec tout le reste, puis on passe un petit peu d'un sujet à l'autre, mais ça reste intéressant, puis on garde tout le temps l'intérêt, là, je pense. Ouais, vraiment, oui, oui. Ouais. Puis tu savais-tu que l'idée du film est venue à Linklater d'une expérience qu'il a vécue lui-même, genre c'est la même chose. Je pense qu'il était à Philadelphie, puis il y a comme une fille qui l'a approché, puis ils ont juste marché toute la nuit ensemble, puis c'est ça. Puis ils sont plus jamais revus. Puis cette fille-là, il a appris qu'elle est décédée juste avant que le film sorte ou avant que le film se fasse. Genre la fille qui a eu l'aventure, tu sais. Oh, ouais. Puis il l'a appris genre juste avant Before Midnight. Fait que le Before Midnight est dédié à sa mémoire. C'est intéressant. Ouais. Dans le fond, Richard Linklater, c'est Julie Delpy. Ouais, peut-être. Mais inversé. Mais Peut-être. à Philadelphie. Mais, Même à la mais base, je pense que c'était supposé être aux États-Unis qu'il faisait le film. Là. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il faisait aux États-Unis parce que ça coûtait moins cher. Mais même là, il y avait comme juste 2,5 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Puis quand il était dans un festival à Berlin, non peut-être pas à Berlin, mais je sais plus où, puis il a dit il faut que j'aille faire ça en Europe parce que c'est trop beau, puis genre, je peux pas faire ça. T'sais. je pensais que c'était à cause d'allégations d'inconduite sexuelle, mais je me mélange de réalisateurs. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. Mais sur Before Sunrise, là, ben, les trois films, une de leurs particularités aussi, c'est que ça respecte les conventions du théâtre traditionnel de l'unité de temps. Dans le sens que
Tu sais, bon, ben, c'est ça. Le premier film se déroule, ça commence en après-midi ou soirée, mettons, fin d'après-midi, genre, jusqu'au lendemain matin. Ben, c'est ça, before sunrise, donc avant le lever du soleil. C'est comme la date de péremption que tu disais, mais qui est beaucoup plus rapprochée que dans les faux tatouages. Puis c'est ça. Puis c'est comme juste une marche, là. Pour vrai, il n'y a pas beaucoup de films comme ça où je me suis autant attaché au personnage là, dès le départ. Je veux dire, dès le moment où ils se rencontrent dans le train, parce que ce film-là, c'est un petit peu l'histoire d'amour classique, typique. C'est vraiment deux jeunes personnes, sont jeunes, sont beaux, sont intelligents, puis ils se rencontrent comme par hasard, comme ça, puis ils décident de, de, de passer du temps ensemble, là, puis ils se rencontrent, puis ils tombent peut-être en amour, là, éventuellement. Donc, c'est vraiment... C'est tellement... C'est classique, c'est l'histoire vieille comme le monde, mais justement, c'est comme... Ça fonctionne, puis c'est un petit peu une des meilleures façons que ça a été fait, là. Puis, ouais, c'est ça, justement. Puis, il n'y a pas vraiment de film que je pense qui ressemble à ça parce que, tu sais, il n'y a aucune intrigue, c'est juste un moment. Puis, tu te fais emporter dans le moment comme ça, puis tu vis ça avec eux, puis tu es juste comme, ben, on va le vivre. Puis c'est comme si tu es dans la nuit avec eux, puis tu te fais juste suivre, c'est comme un nuage, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, le film fait voyager parce que, bon, on marche à travers les rues comme ça. Puis en plus, ben, tu sais, ça me rappelle aussi, ben, c'est sûr, ça, c'est personnel, mais ben, je pense pas être le seul à avoir vécu ça. Mais tu sais, quand tu as des premières dates avec une fille, là, comme avec ma blonde, nos premières dates, ben, c'est ça, on se rencontrait à Montréal, puis on marchait pendant des heures à jaser. C'est juste ça qu'on faisait. C'est c'est ça, c'est un petit peu le même principe là. Puis c'est ça, fait que c'est le genre de situation auquel tu peux t'identifier. C'est juste marcher, discuter. Pas besoin d'être de vivre des grandes histoires d'amour pour faire ça. Là. Fait que, je veux dire, c'est le genre de situation tellement banale, puis que tellement vrai, puis ça, je sais pas, ça fonctionne. Ben, tu sais, les dialogues aussi sont bons. Ça pourrait... Si ça avait été des mauvais dialogues, ça aurait été pourri comme film, là. Ben, c'est ça, c'est sûr, ça c'est clair, c'est ça. Il y a du travail dans les dialogues, même si ça a l'air tout naturel, là, mais C'est ça, j'ai noté ici. faut que ce soit intéressant. Là. Tu sais, ça a l'air improvisé, là, mais je pense qu'il y a tellement un gros travail de mise en bouche, puis parce que tout est écrit genre au virgule près, je pense. Puis Julie Delpy puis Étonnard qui n'ont pas eu de crédit scénario sur le premier film, mais sur les deux autres, ils l'ont eu après. Ça veut dire sûrement que ils ont eu le texte avant, mais après ça, c'est tout de se remettre en bouche, puis après ça, de s'approprier les personnages, puis de les créer eux-mêmes à travers ça, puis ça a donné comme des personnages. Je sais pas si c'est eux vraiment, mais ça doit être proche de la réalité pareil. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment intéressant. Mm-hmm. En tout cas, le cadreur, les cadreurs, là, ou les caméramans, il a dû pratiquer sa marche à reculons pour les trois films. Parce que c'est souvent ça, là. C'est un plan, t'as les deux qui marchent à côté, puis t'as la caméra qui recule, donc c'est ça. Ben, ça, c'est 1 heure et demie de gens qui marchent dans le stop quasiment. C'est vrai. C'est vrai. Mais ouais. Donc, je viens juste de penser à ça, j'avais jamais réfléchi à ça. Là, Peut-être qu'il y a un petit banc et quelqu'un traîne aussi, je sais pas. Bon. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas un gros budget, fait que peut-être pas. Mais c'est vrai que 2,5 millions, c'est pas beaucoup, mais pense à ça. L'autre jour, on parlait de Nadia Butterfly qui avait 1,6. Mais je pense à ça, excuse de te couper, mais non, il y avait. Ouais. Ben, il y avait peut-être des dolly ou quelque chose, là, mais parce que c'est pas, on s'entend, c'est pas un plan séquence là, de 1 heure et demie. Là, je veux dire, non. Il y a des coupures, là, c'est fait de façon raisonnable. Là, je veux dire, ce serait bien trop compliqué à faire sinon. Mais recommence ce que tu dis. Tu sais, à un moment donné, là, il y avait comme un plan, je sais pas si c'est dans le deuxième,
qu'il y a un monsieur qui marche, puis à un moment donné, il vit la caméra de bord, puis ça prend genre 30 secondes que le monsieur il passe à côté d'eux. Mais tu sais, quand t'étais dans l'autre bord en contre-champ, mettons, t'as comme le bonhomme qui était juste à côté des autres. Fait que ça fait rire. C'est drôle. J'ai pas Mais, remarqué. mais ouais, mais c'est ça, tu sais, le film a 2,5 millions de budget, ce qui est pas beaucoup, mais tu sais, pense à Nadia Butterfly qui avait 1,6, puis qui est genre vraiment plus ambitieux que ça encore. C'est quand même fou d'avoir fait ça avec peu. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Non, c'est vrai. Mm. Mais en même temps, tu sais, ouais. Mais t'as l'impression qu'aux États-Unis, tout, ben, ou ailleurs, tu sais, tout coûte plus cher. Ben, c'est sûr que, non, c'est vrai que j'allais dire Ethan Hawke qui devait coûter cher parce que c'était quand même une star encore à ce moment-là. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont été payés vraiment très cher dans ce film-là parce qu'ils le Ouais. font pour l'art. Là. Mais Mm. ouais, c'est vrai. Fait que. Euh, ça dit, en plus, sur Rotten Tomatoes, ce film-là, il y a 100%. Impressionnant. Impressionnant. Mm. Ouais, mais comment tu peux ne pas aimer ce film? Ben, c'est ça. Je sais pas. Ben, ouais. Ben, des critiques, j'aime ça des fois aller sur des sites puis voir, juste regarder les commentaires, genre les gens qui ont mis 0 étoile sur Allociné, juste pour voir pourquoi ils n'ont pas aimé, je trouve ça drôle. Mais c'est ça, mais dans ceux-là, il me semble que j'avais vu comme des gens qui trouvent que les pseudo, les conversations pseudo-intellectuelles, pseudo-philosophiques, alors qu'ils disent juste de la merde pendant 1 heure et demie. Puis, Ben, ouais, je comprends, mais non, c'est pas, c'est pas une c'est pas des faiblesse. grandes discussions, mais je pense pas que c'était le but non plus. C'est ça. T'es-tu correct pour passer au deuxième film? Ouais, bon, oui. OK. Pas assez de film. Après ça, en 2004, 9 ans plus tard, il revient avec le deuxième, Before Sunset, qui, dans le fond, c'est 9 ans plus tard dans la diégèse aussi du film. Là, tu sais pas est-ce qu'ils se sont vus quand ils ont quitté le train après ça, à la fin du premier. Ils sont supposés Mm. savoir, genre, c'est quoi, c'est 9 mois après, 6 mois après? Je me rappelle plus exactement. Là. Puis Ouais, on se c'était. rejoint à la même place. Là. Ouais. Ouais, je me souviens plus combien de temps exact, mais ouais. Ça. Fait que là, tu sais-tu, ils sont revus depuis 9 ans ou ça donne quoi? Fait que là, tu vois Jesse, qui est le personnage d'Ethan qui a écrit un roman basé sur son aventure avec Céline, qui est le personnage de Julie Delpy. Puis là, il vient faire la promo à Paris. Puis là, elle entend ça, fait qu'elle vient le voir. Puis là, ils viennent discuter pendant 1 heure et demie encore, en marchant dans Paris, de leur relation, puis de où ils sont. Puis là, t'apprends finalement qu'ils ouais, ben, ils se sont jamais revus depuis. Là. C'est un peu un Mm. spoil, mais on s'en fout. Là. Puis, puis au final, ça tombe à peu près la même chose, sauf que les personnages ont évolué, fait qu'ils ont des discussions différentes par rapport à où ils sont dans leur vie. Puis, ça. Ben, tu sais, en même temps, c'est ça, je dis 2 films. En même temps, je pense qu'il faut que tu vois l'entièreté de l'œuvre comme un film, parce que c'est une histoire de 4 heures et demie, à peu près. C'est pas 3 films d'1 heure et demie. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais. Là. Ben, tu sais, le premier film, ça suffit en lui-même, ça c'est clair. C'est vraiment c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, puis à la fin, puis même la fin, je veux dire, la fin est un petit peu en suspens, mais c'est quand même une sorte de happy ending. Ben, c'est ça, Happy ending tu peux y voir qu'est-ce déchirant, que tu le veux. premier film. Là. Ben, tu peux y voir qu'est-ce que tu veux aussi. Là. Ouais, ben c'est ça, tu t'imagines un petit peu toi-même, dépendamment. Ah ben je m'en allais dire quelque chose, je me suis rendu compte que je pense que le personnage d'Ethan Hawke il dit la même chose au début, comme en entrevue, là. Dans le film, là, son personnage, là, quand il se fait poser des questions sur le livre qu'il a écrit, là, il dit que c'est ça, dépendamment si t'es optimiste ou genre romantique ou je sais pas trop, là, tu t'imagines que c'est ça qui s'est passé après, puis sinon, ben, tu t'imagines que c'est autre chose qui s'est passé après. Je m'en allais dire quasiment la même chose, là, mais ils le disent dans le film. Mais, mais c'est ça, tu te l'as imaginé un petit peu comme tu veux, puis ça aurait pu rester là. Mais décider de faire un autre film, de retrouver les personnages. Encore une fois, c'est un moment isolé. 9 ans plus tard, t'as pas de flashback des 9 dernières années. Ils en parlent évidemment, mais c'est vraiment comme un moment volé, là, comme, comme le premier film. Tu sais, c'est une Puis, coupe d'heure aussi. Là. C'est moins long que l'autre. Là. C'est juste comme
il sort de Ben, sa promo, puis c'est comme 2 heures que ça le marche. le Là. deuxième, il me semble que c'est en temps réel. C'est-tu, il me semble. Ah, ouais, c'est vrai, oui. Il Ouais, y a même ouais. pas d'ellipse, là. C'est du temps. Pour le coup, c'est vraiment celui qui est vraiment en temps réel. Le film commence, puis il se termine avec, tu sais, les personnages ont vécu la même chose que nous, puis comme je l'ai dit, si c'est pas un plan séquence, parce que c'est c'est une question de moyens, ou tu sais, pas nécessairement pertinent de le faire, mais dans le sens que tu sais, c'est vraiment en temps réel, là. Ouais. Puis, Mais euh, ouais, c'est ça. Puis, ben, je trouve celle-là, ben, le film peut pas vraiment vivre en soi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu sais, tu peux pas regarder juste Before Sunset sans avoir vu le premier. ben, pour vrai, ça doit être intéressant, mais c'est une expérience particulière. Ben, c'est parce que tu rentres en sachant déjà qui sont les personnages. Le film Ouais, ouais. Non, ayant, ça doit pas être tant bon. ben, tu sais, le film ayant aucune intrigue, je trouve que t'as pas t'as pas la bombe qui est comme au-dessus de leur tête tout le long comme le premier. T'es comme tu sais que ça va finir. Puis t'as comme peut-être moins l'histoire d'amour qui est présente que dans le premier que ça se développe, mettons. Je sais pas si t'es d'accord, là. Ouais, C'est ça que ouais, j'ai moins accroché, là. Mais tu sais, le film est bon pareil, parce que c'est dans la continuité, puis c'est un tout avec tout le reste, là. Mais c'est ça que ouais. j'ai moins aimé dans celle-là. Mais Je, c'est excellent. ouais. Je sais pas, en fait. Je pense que j'ai quand même préféré le premier, mais c'est difficile à dire. Mais le deuxième, c'est que tu es déjà attaché au personnage, puis tu sais, on dirait que là, ça vient juste comme renforcer cet attachement-là, puis tu les suis, puis c'est sûr, le film, ça pourrait pas se tenir en lui-même, mais mais tu sais, on lui demande pas de se tenir en lui-même non plus, dans le sens que, tu sais, il vient après le premier, puis il en est conscient, puis c'est bien correct, puis je veux dire, je pense qu'il réussit vraiment à nous garder, puis à proposer de quoi d'intéressant, puis en tout cas, moi, après avoir vu ce film-là, c'est ça, j'ai vraiment adoré, puis c'est là que j'ai commandé la trilogie Criterion à un prix vraiment cher. Puis comme le soir même, là, après avoir vu le film, là, j'ai commandé ça. Mais non, c'est vraiment, vraiment bon. Puis bon, il y a aussi, bon, c'est Paris, puis j'aime Paris, là, fait que ça aide aussi, là. C'est ça. J'aime voir les rues de Paris, marcher dans les rues de Paris. C'est le fun. Ah En ouais. plus, la première fois que je suis allé à Paris, il y avait un- comme on a quasiment tous les déplacements la grosse majorité des déplacements qu'on a fait, on les a fait à pied. On prenait genre jamais le métro. Fait que des fois, on faisait, mettons, ah, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Ah, on va au musée du Louvre aujourd'hui. Il est à combien de temps de marche? Il est à 1 heure. Ah, ben, on va y aller à pied, là, 1 heure. C'est correct, là. Donc, on, fuck le métro. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que marcher dans les rues de Paris, ben, ça, Ben, c'est ça. c'est agréable. Tu voyages avec le film aussi, ça c'est le fun. Mais Mhm. aussi par rapport à ça, j'ai oublié de dire tantôt, si tu vas à Vienne aujourd'hui, ben peut-être pas aujourd'hui, là, mais dernièrement, si tu vas à Vienne, il y a moyen de faire un tour de Before Sunrise. C'est comme une Oh, attraction, là, tu peux faire ça. Ok. Fait que ça c'est hot. cool, cool, cool. Fait que t'as-tu d'autres choses à dire sur Before Sunset? Euh, Tu sais, c'est ça, je disais que tu sais, la complicité entre les personnages est déjà là dans ce film-là, puis la complicité euh, que, que le spectateur a avec les personnages aussi est déjà installée. Fait que là, tu sais, il y a comme, tu sais, les personnages veulent rattraper le temps perdu, puis le spectateur veut rattraper aussi le temps perdu de toutes ces années-là, là. Fait que c'est pour ça que tu sais, je trouve ça assez intéressant, là, cet aspect-là, là. Euh, bon, c'est ça. Les personnages ont vieilli, les sujets de discussion ne sont pas nécessairement les mêmes non plus. Mais C'est tu sens les bien. regrets aussi, tu sais. Il y a Ouais. beaucoup de regrets chez les deux, là. Mhm. Ouais. Je trouve la crise dans le taxi, là, tu sais, quand le personnage de. Ouais. Ça,
je sais pas si je trouvais que ça faisait un peu trop scripté, comme si tout le reste était naturel. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, OK, là, maintenant, ça, faut que ça arrive. Là, c'est comme l'élément qui va mener à la fin du film. Puis, je sais pas, je trouvais que ça faisait comme trop scripté par rapport au reste. Là. Puis, tu sais, la fin aussi est vraiment ouverte. Ben, c'est pas plus ouvert que ça. Tu sais, ça finit sur absolument rien. T'es juste en plein milieu de l'action, puis ça arrête là. Puis Ah, mais ça te laisse à réfléchir encore. Là, tu sais. ouais, moi, j'adore la fin de ce film-là. Là. Vraiment, là, comme avec la musique, puis comme, tu sais, genre, elle demande, genre, qu'est-ce que tu vas faire? Puis lui, il est comme, je le sais-tu, Chris. Puis, genre, euh, tu sais, genre, ou ben, non, c'est ça, c'est qu'elle dit, genre, tu, tu vas manquer ton avion, puis il est comme, ouais, je vais manquer mon avion. Puis là, le film, il se termine de même. C'est excellent. Puis tu savais-tu que tu sais, les deux parents que tu vois dans la cour arrière à la fin du film, là, ou les deux Ah, personnes, les vieux? ouais, ben, c'est les Ouais. parents de Julie Delpy pour vrai. Il me semble que je l'avais vu, mais ouais. Cool. C'est intéressant. Mm. Okay. C'est-tu correct pour Before Sunset? C'est correct, je pense bien. OK. Après ça, encore un autre 9 ans plus tard, en 2013, il sort Before Midnight, qui se passe ça aussi 9 ans plus tard, je pense, dans Diégèse, si je me trompe pas. Oh, ouais. C'est un film que là, dans le fond, Julie Delpy, puis ben, Jesse et Céline, dans le fond, ils ont des jumeaux ensemble. Ils sont en vacances en Grèce. Puis là, ça commence que Jesse va porter son fils qui va habiter avec sa mère aux États-Unis pour qu'il fasse le voyage. Puis là, fait que là, il y a comme une relation à distance avec son fils. Puis ça le titille tout le long du film. Puis il est comme, est-ce que je pourrais aller habiter avec lui pour comme, me rapprocher, avoir une meilleure relation? Ou qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, je pense qu'il habite à Paris quand ça se passe. Ou en Europe, en tout cas, assurément. Ouais. Puis c'est ça. Puis c'est toute la chicane de couple. Puis le couple vieillit. Puis les relations vieillissent. Puis où est-ce qu'ils en sont rendus. Puis c'est quand même, c'est plus rough, là. Ouais, C'est de la vraiment. chicane. C'est des gens qui se chicanent. Puis c'est... Mais c'était bon. C'est vraiment bon. Ouais. Euh, pour moi, je pense que c'est un film qu'il faut que je revoie dans 20 ans. Là, parce que ben, je suis pas encore là, là pour apprécier pleinement. Mais le film était bon. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est le moins bon ou je l'ai juste moins aimé parce que les personnages que j'aimais, ben là, ils ont plus de difficultés, là, mais ben, ça reste vraiment un bon film. Là. Mais je sais pas à quel point. Tu sais, je trouve ça peut-être, je sais pas là, mais je trouve ça quand même peut-être dommage là, d'en avoir fait une espèce de traditionnelle histoire de couple qui va mal puis qui se chicane. Euh, c'est comme, ah ben le couple, là, on retrouve le couple 9 ans plus tard, ben là, ça va mal entre les deux. T'sais. C'est comme, c'est un petit peu cliché ou je sais pas. Là. En même temps, c'est quand même une réalité courante, là, je veux dire, des couples qui, je veux dire, qui, tu sais, après un certain temps, ben, c'est sûr que tu te chicanes plus, puis ça va moins bien. Là. Mais, ben, pas c'est sûr, là, mais je veux dire, ça arrive souvent. Euh, mais, après, je me demande aussi, bon, comment est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Tu sais, ça aurait pu être un film, tu sais, bon, où ils vont bien, puis les enjeux sont autres peut-être, ou je sais pas, mais à quel point ça aurait été de la redite. C'est de la redite sur les deux autres films, de faire juste un autre film avec des gens qui marchent puis qui jasent, puis que sans vraiment de conflit ou rien, puis sans trop d'enjeux, je sais pas, Sans que il ça a aurait fallu. évolué. Ben, si ça n'a pas évolué leur situation, c'est comme C'est plate. Là, ça, il aurait fallu amener un enjeu autre, que leur relation soit comme pas vraiment le centre d'intérêt du film, mais en même temps, est-ce que ça aurait vraiment respecté comme le principe de base de ces films-là? Peut-être pas, je sais pas. Euh, Mais c'est quand même intéressant. T'sais. Mais un truc que je trouve intéressant, c'est que quand j'ai vu le premier film, c'est que j'avais l'impression de voir l'espèce de couple parfait, l'espèce de deux jeunes personnes que, je veux dire, je rêvais un petit peu de vivre ce genre. C'est comme si genre tu rêves de vivre un petit peu cette relation-là, puis ce genre de vie-là, ou de ce genre de rencontre-là, puis tu te dis, ah, il me semble c'est tellement parfait.
leur chimie, comment ils sont les deux, puis c'est tellement génial. Puis il me semble, moi, dans mon couple, c'est pas 100% comme ça. C'est des questionnements stupides là, quand tu peux regarder quelque chose de même. Puis finalement, ben là, quand tu regardes le troisième, puis là, tu te dis, ah ben si une telle passion des débuts mène à ce genre de passion qui se confronte à la fin, mais finalement, je suis bien correct dans ma relation. Mais non, c'est ça, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est le contraste, c'est les deux êtres passionnés du début, puis que là, dans le troisième, ben là, sont tout aussi passionnés et bouillants dans leur affrontement, là, si on veut. C'est intéressant. C'est comme la vie normale aussi. Là, ouais, ben ouais. Puis aussi, ça existe, ça illustre aussi quelque chose là, sur les relations amoureuses ou les relations humaines en général, dans le sens que dans le premier film, bon, ils sont parfaits. C'est comme la lune de miel, tu les rencontres, puis l'autre personne est parfaite, puis pas de défaut, puis t'aimes tous ces traits de personnalité. Puis là, dans le deuxième, ben là, t'as comme certains traits qui apparaissent, que ce soit les névroses du personnage de Julie ou chez Ethan Hawke plus l'aspect infidélité parce que il est quand même avec sa femme puis son espèce d'insatisfaction envers sa vie qui est femme et enfant puis tu le vois qui se lance un peu dans cette... Ben, c'est pas nécessairement un défaut, mais dans le sens que les failles de la... chez les personnages, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Mais ouais. Puis après ça, dans le troisième, ben là, t'as comme les défauts qui sont les défauts des deux personnages qui sont envahissants, que tu vois en pleine face. Puis tu sais, c'est logique, mais c'est plein de choses que tu voyais pas dans le premier film. Fait que, quand tu apprends à connaître quelqu'un, ben là, ces défauts apparaissent de plus en plus. Puis, c'est intéressant, je trouve. Et je trouve aussi le troisième se tient pas mal aussi comme film en soi. Je pense que tu peux le regarder, peu importe si tu as vu les autres, puis tu peux apprécier. Ouais, ça se peut. Tu as quand même un enjeu par rapport à son fils, puis tu peux très bien comme t'identifier au personnage, tout faire comme ça. Mm-hmm. Puis, il y a une affaire que j'ai notée aussi, là, c'est que, tu sais, s'ils habitent ensemble tout le temps de même, puis qu'ils se parlent, genre non-stop, comme ils se parlent dans le film, je trouve les deux trucs fatigants à tabaslac, là. Ils discutent pendant 2 heures, là. C'est comme, hey, il me semble, t'habites à tous les jours avec, là, t'es correct, là, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avec une caméra, fait que se sont dit, OK, c'est aujourd'hui qu'on se dit tout ce qu'on s'est pas dit. Puis aussi, j'ai vu que l'affaire qui a fait en sorte qu'ils se sont dit les trois, quand on le fait pour vrai, c'est que les trois sont devenus parents. Fait qu'ils se sont dit on peut maintenant comme amener cet aspect-là au personnage. Puis c'est comme où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, on est là, puis on peut le faire. T'sais. Sinon, je pense pas qu'il a. Ben, peut-être qu'il aurait fait pareil, là, mais c'est la raison pour laquelle ils ont fait le film. Okay. Ça a bien du sens. C'est ça. Le film se déroule sur un laps de temps plus long, je pense, que le deuxième, oui, mais même que le premier, ça se peut-tu? Je me souviens plus exactement. Ben, c'est-tu une journée? Parce que, tu sais, ça finit comme une soirée qu'ils s'en vont à l'hôtel, mais c'est peut-être 2 jours, peut-être, gros max. Ouais. Je me souviens plus. Puis encore une fois, tu as une fin qui est quand même ouverte. Puis, ouais. Je sais pas si je fais partie des gens pessimistes, mais ou des gens qui... ou juste parce que je suis pas habitué de m'engueuler de même avec quelqu'un, fait que je trouve que ça va mal leur affaire. Mais, tu sais, à la fin... c'est ça, à la fin du film, je me disais, là, c'est capote leur affaire, puis après ça, t'écoutes les entrevues, puis pas nécessairement. Mais je sais pas, penses-tu, as-tu vu, il est supposé avoir peut-être une suite ou c'est pas du tout prévu ou ça s'arrête vraiment là? Ça, je m'en allais là en conclusion tantôt, mais on peut y aller. Ah, ben on peut en parler juste tantôt si tu veux.
Ben, c'est une question à poser, mais je pense que non. Là. Parce que, tu sais, 9 ans, c'est l'année prochaine. Ouais. Fait, avec le contexte actuel, je pense pas que c'est possible. Puis, non, ils l'ont pas fait pour l'année prochaine non plus. Là. Mais non, je pense pas qu'il va y avoir une suite. Puis, sinon, il parlait peut-être faire des after à un moment donné, quand il va avoir 80 ans, puis il dit on préfère comme un remake de Amour, puis euthanasie sa femme. C'est Linklater qui disait ça, mais non, je pense pas qu'il va en avoir d'autres. Ça serait le fun qu'il y en ait d'autres. Je pense pas. Ouais. Ben ouais. Mais c'est sûr, t'as toujours la crainte de faire le film de trop. Non, mais il y aurait sûrement du jus à faire de quoi avec ça. Là. Ouais, mais. Puis, je sais pas. Ouais, mais tu sais, quand le film est fait, tu sais, je veux dire, il est correct, il est bon, tu sais, tout est sous contrôle, c'est bon, c'est beau. Mais là, tu sais, si tu veux faire un autre film après, ben là, tu as le potentiel de le rater, tu sais, qui est toujours là. Fait que, tu Ouais. sais, même s'il y a un bon potentiel, ben il y a quand même le potentiel de le rater, puis de, tu sais, peut-être, tu sais, ça gâchera pas les autres films, mais tu sais, ça peut donner la perception que ça va venir gâcher comme ce qui a déjà été fait. Puis, ouais, en plus, 3, il me semble que c'est un beau chiffre pour des films. Ça fait 3. Ouais. C'est ça, tu sais. La règle de 3, 1, 2, 3. On dirait que c'est bon. Puis, ouais, ben 3, c'est. Ben, tu sais, en, en tant qu'historien, tu sais, les diviser des périodes en 3, c'est. Surtout les périodes anciennes, c'est comme. C'est tout le temps ça, là. Tu sais, je veux dire, le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge central, le Moyen-Âge tardif, le. Tu sais, euh, dans l'histoire égyptienne aussi, là, avec Le l'Ancien Haut-Empire. Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire. Euh, puis après ça, la basse Égypte. Mais en tout cas. Ouais. Mais ouais. Mais on peut espérer un jour, mais ça n'aura pas lieu l'an prochain, j'ai pas l'impression. La basse époque, c'est ça, je me trompe. Avec les divisions géographiques. Mais ouais. Non, mais ouais. Non, 3, c'est beau. Puis tu sais, je veux dire, il y a une belle édition Criterion de B4 Trilogy. Je veux dire, ce serait dommage de venir gâcher ça. Au prix que je l'ai payé en plus. C'est Ouais, autre chose à dire sur Before Midnight, là? Non. Non. Okay. On peut rentrer un peu dans des comparaisons de comme peut-être des influences qui auraient influencé Linklater à faire ça, ou des films que ces films-là ont influencé, ou des films similaires. Parce que, tu sais, toi, tu me parles d'Archeo Trilogy, on peut dire que ça a influencé Trilogy, mais Trilogy n'a jamais vu des films de Linklater. Fait que, genre, il y a un lien à faire pareil, même si c'est peut-être pas volontaire, là, mais c'est Ouais. intéressant. Mm. Fait que veux-tu je commence avec le style ou plus avec la notion du temps? Euh, je sais pas. C'est toi qui vois. Ben, je peux avec le style un petit peu, parce que ben, j'en ai pas tant que ça. Ouais, Parce que, puis. tu sais, en faisant des recherches pour des films similaires, comme ça me sort tout le temps des comédies romantiques, genre 500 Days of Summer. Je suis comme, c'est tellement pas ça, là, c'est tellement loin de ça, tu sais. Fait que là, j'essaie de penser, j'étais comme, ben... Ça dépend sur quel aspect du film tu te concentres. Tu sais. Je veux dire, ben si tu vois juste comme la rencontre, l'histoire d'amour, ben tu sais. c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, au niveau du style, au niveau de la façon que c'est fait, c'est tellement d'autres Ben non, choses. c'est complètement différent, là, Ben, c'est c'est sûr. ça. Ah, tu sais, j'ai pensé à... J'ai lu des films de Hong Sang-soo. Il paraît que ça se ressemble vraiment beaucoup. Ça, j'en ai pas vu, fait que je pense que c'est à découvrir. Là. Si ça Ouais. se ressemble, ça va être bon. Là. Ça. Sinon, je pensais à un autre film que j'ai pas vu, mais que je pense que ça se ressemble, c'est My Dinner with André de Louis Malle. Que dans le fond, c'est juste deux gens qui sont à une table dans un restaurant et qui jasent pendant genre 1 heure et demie. Fait que je me dis, c'est un style qui ressemble pareil, c'est des discussions puis tout. Je pense pas qu'il y a une Mhm. histoire d'amour à travers ça, parce que c'est deux messieurs, mais ça aurait pu, ça C'est aurait quoi? pu. Qu'est-ce que t'as contre les histoires d'amour entre deux messieurs, Benjamin? Ça aurait quand même un c'était très bon. Fait que, non, ça Call se me pourrait, by, mais c'est ça. call me by your name. Je pense juste que c'est des gens qui jasent de tout et de rien. Là. Mais comme ça reste ça aussi, les films de Linklater qu'on a parlé, ils jasent de n'importe quoi. Là. Mhm. Sinon, dans le style,
ben, t'as les faux tatouages, je pense que c'est une influence directe de ces films-là. C'est une histoire d'amour avec une date de péremption. C'est des gens qui se promènent, qui errent, puis qui discutent de plein d'affaires. Puis, ben, je pense que c'est peut-être l'affaire le plus proche que j'ai vu qui ressemble à ça. Là. Même si c'est pas nécessairement pareil. Là. Qui est vraiment bon. On a déjà parlé déjà. C'est très bon. Sinon, je lisais aussi des gens qui comparaient ça à Husbands and Wives de Woody Allen. T'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Okay, moi non plus, je l'ai pas vu celle-là. Puis à la scène de la vie conjugale de Bergman. Attends, mais Husband and Wife, c'est quoi l'histoire? Je sais pas. OK. T'as juste noté le titre comme ça. Ben, c'est ça. Non, mais je disais, genre des comparaisons, des gens qui... des affaires qui ressembleraient. Il y aurait ça. J'en ai pas vu. La scène de la vie conjugale de Bergman, je l'ai pas vu non plus. Puis, ben, je sais pas. Ça va être bon. Tu sais, je pensais aussi, mettons, Marriage Story. So-so, là, tu sais, mais quand même, tu te retrouves dans des gens qui discutent, puis t'as peut-être plus une narration, plus une ligne directrice que dans les films de Linklater. Mais c'est tiré par les cheveux, là, mais ça pourrait se ressembler. Sinon, mais si je pensais... Ah, vas-y. Ben, Richard Linklater, il aime ça aussi, là, les films comme ça qui se déroulent sur un court laps de temps et qui laissent vivre les moments. Ben, tu sais, Everybody Wants Some, c'est ça. Là. C'est ça, Everybody Wants Some, puis Dazed and Confused. Là. C'est deux films qui se ressemblent beaucoup. Là. Mais ouais. School of Rock, c'est différent, mais sinon... Ben, tu sais, j'avais pensé aussi à Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda. Que, dans le fond, c'est de 5 à 7 heures. Puis la fille, elle attend un diagnostic pour son cancer ou pas, tu sais. Puis elle se promène en France, tu sais. C'est juste à l'air. Je trouve que ça se ressemble quand même pas mal. C'est différent, mais tu as quand même la notion d'un moment, tu sais. Puis tu es avec elle, puis tu vis ça, puis tu es juste là, puis tu flottes, là, tu sais. Il y a ça. Sauf que c'est plus dans le style, plus que dans la notion de... Ouais, c'est ça. Ça fait le tour du style. Cool. Puis, si on veut parler là, maintenant de films qui jouent avec le temps, peut-être, de la même façon. C'est ça, parce que, bon, si tu prends juste le premier film en soi, ben là, je pense que quand il a fait le premier film, il n'y avait pas d'ambition d'en faire d'autres après. Là. Puis, bon, comme on a dit, le film, il se tient en lui-même. Mais c'est ça, avec les deux autres, ben là vient s'établir l'idée là, du passage du temps, puis de l'évolution des personnages, avec qui vieillissent en même temps que les acteurs vieillissent aussi. Le temps qui passe dans la vraie vie comme il passe dans le film. C'est ça, puis je l'avais un peu dit tantôt, là, mais c'est comme des photographies, là, c'est des moments vraiment isolés dans le temps. À 9 ans d'intervalle à chaque fois, mais c'est tout le temps des moments très courts. Puis c'est ça, c'est 3 villes, 3 voyages pour le spectateur. C'est cool. Malgré que le troisième, c'est pas vraiment ville. En tout cas. Ben, mais... Ouais. Hein? Tu voyages moins dans le troisième. Tu étais plus avec eux, mais tu es comme plus isolé dans des maisons, des affaires comme ça. Là. Ouais, mais tu as des beaux paysages. Ouais. Mais c'est ça. Puis évidemment, quand on parle de ce principe-là, là, de faire vieillir des personnages sur plusieurs films, là, celui qui vient tout le temps à l'esprit, puis bon, justement, dans le cahier de l'édition Criterion, c'est la première chose qu'il mentionne, c'est François Truffaut. Avec le personnage d'Antoine Douanel, joué par Jean-Pierre Léaud. C'est drôle parce que c'est tout le temps le modèle qu'on cite, c'est tout le temps l'espèce d'archétype. Puis en fait, je trouve vraiment pas que c'est celui qui utilise, qui exploite le mieux cette idée-là. Mais je pense que tu les as pas vus. J'ai vu les 400 coups, mais j'ai pas vu les autres. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est l'idée du temps qui passe n'est pas nécessairement ressentie, ou mettons dans les derniers films, si tu ressens pas, tu n'as pas l'impression que
tu dis que ça aurait pu être un autre personnage que le personnage d'Antoine. Je veux dire, si tu regardes les 400 coups comparés à Baiser volé, tu dis, ben, est-ce que c'est vraiment le même personnage? Mais c'est quand même oui, là, mais je veux dire, ça aurait quasiment pu ne pas l'être. C'est comme accessoire, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça enlève absolument rien aux qualités des films parce que, bon, tant qu'à moi, de tous les films dont je vais mentionner, c'est probablement les meilleurs. Là. C'est vraiment, vraiment excellent. Là. Mais, tu sais, au niveau de la question du temps, de la gestion du temps qui passe, puis du personnage qui évolue, c'est pas nécessairement celui qui est le plus intéressant qui le fait le mieux, là, si on veut, là, même si c'est comme l'archétype qui est toujours cité. Bon, pour parler concrètement, là, ces films-là, c'est Les 400 coups en 1959, qui est évidemment un immense chef-d'œuvre, immense classique du cinéma. C'est comme le film qui a lancé la nouvelle vague, là, ou un des films. Euh, c'est ça, 1959, qui est vraiment un film. Ben, c'est un film que un petit peu tout le monde connaît, là, sans que tout le monde l'ait vu, là, mais je veux dire, tout le monde connaît Les 400 coups, là, puis c'est c'est beaucoup de gens connaissent ce film-là sans connaître les autres après. Puis c'est un film qui se tient évidemment complètement en lui-même. Mais après ça, tu as eu en 1962, fait que 3 ans plus tard, ben c'est ça, les 400 coups, là, pour expliquer, là, c'est l'histoire d'un jeune à Paris qui va à l'école, mais qui foxe l'école, puis qui vagabonde un petit peu dans les rues, puis tu le vois avec ses amis, puis tu le vois avec ses parents. Il y a une relation assez compliquée avec ses parents. Là. C'est la France d'avant mai 68. Là. C'est très autoritaire, là, la famille, tout ça. Puis, c'est ça. Ben, en gros, c'est ça l'histoire. Puis, bon, c'est un film qui est assez dur quand même. Là. Je veux dire, t'as des moments plus légers, mais c'est pas une comédie. Là. Ça reste assez dramatique. Puis la fin... Puis tu as la fin, là, évidemment, l'image qui fige sur un regard caméra où est-ce que le personnage d'Antoine Douanel a l'air désespéré, puis comme tu sens un petit peu comme que l'avenir est... Et lettre. C'est ça, pas beau. Puis mais c'est peut-être là où il y aurait où que je disais que c'est exagéré de dire que c'est pas le même personnage, c'est que tu sais justement tout ce qui est capturé dans cet instant-là de ce regard caméra un petit peu désespéré, tout ça, ben le personnage après ça dans les films après, même si les films sont beaucoup plus légers, ça devient pratiquement des comédies là, après. C'est pas le même ton que dans les 400 coups. Ça reste que tu as quand même un personnage qui reste un petit peu ce même personnage-là, comme démuni face à l'avenir, ou un personnage qui trouve qui a de la misère à trouver sa place dans le monde. C'est quelque chose qui reste là, dans tous les autres films, mais ça reste des films beaucoup plus légers, puis c'est ça que je conseille parce qu'ils sont vraiment bons. Là. Ben, en premier, tu as en 62 Antoine et Colette, mais c'est juste c'est 30 minutes, là, c'est un court-métrage. Ça fait partie en fait d'un film plus long qui est L'amour à 20 ans, qui est des films à sketch, là, mais c'est ça. Ça dure 30 minutes. Là. Mais après ça, en 68, tu as Baiser volé, qui est vraiment, vraiment très bon. Là, tu vois le personnage est rendu adulte. Puis bon, qui évolue à travers sa vie, que ce soit professionnelle ou sa vie amoureuse. Là. C'est ça, en gros. Il vit une espèce d'histoire d'adultère. Ben, c'est pas lui qui commet l'adultère, mais en tout cas, c'est comme inspiré un petit peu d'Ulysse dans la vallée de Balzac. Puis tu as Domicile conjugal en 1970, qui est comme là Antoine dans sa relation à ce moment-là avec sa femme, puis leur enfant, puis comment ça se passe. Puis quand je dis que celui qui joue qui n'exploite pas nécessairement l'histoire du temps qui passe, tu remarqueras
Baiser volé, c'est 68, puis domicile conjugal, c'est 70. T'sais, puis, c'est comme l'un après l'autre. C'est pas vraiment... On voit pas une grosse évolution là, de... Mais tu sais, le personnage a-tu évolué en âge ou c'est juste 2 ans pareil, tu sais? Mais c'est ça, je me souviens plus par contre. Il a peut-être un peu plus vieilli parce qu'ils ont quand même un enfant. Fait que, ouais, je pense que c'est passé plus de temps euh, dans la diégèse du film que dans la vie. Euh, mais c'est ça. C'est pas nécessairement une grosse, en tout cas, peu importe. Là. Mais puis après ça, en 79, ben, tu as L'amour en fuite qui est moins bon, là, mais qui est quand même très, très agréable à regarder quand tu as vu les autres parce que justement, tu es attaché au personnage puis tu vois la suite, mais ça reste moins bon là, que les autres d'avant. C'est ça, en gros. Mais tu sais, clairement, je, on parle de ça, entre autres, pour que ça intéresse des gens, là, mais vraiment, là, ces films-là de Truffaut, c'est comme la base de tout le reste. Puis Ils sont sur c'est à Netflix, hein? voir. Ils sont tous Ouais. sur Netflix? Ben, ceux-là, oui, il me semble. Okay. Il me semble que Je sais depuis que pas Baiser longtemps. volé, il l'a. Le 400 coups, il l'a. Domicile conjugal aussi. Antoine Nicolette, je ne sais pas. Mais, tu sais, est-ce qu'il n'est pas non plus essentiel? Là? En gros, ben c'est bon, mais c'est court, c'est un petit peu isolé des autres là aussi. Là. Mais je veux dire, le personnage de Colette revient dans L'amour en fuite, dans le dernier film qui est déjà moins bon. Fait que, si tu veux juste en regarder 3, tu peux regarder les 400 coups baiser volé puis domicile conjugal. Là. Mais c'est ça, parce qu'en gros, ben Antoine et Colette, c'est intéressant, là, mais c'est Antoine qui fait la cour à Colette, en gros. Puis il s'en va tout le temps manger chez ses parents. Puis c'est ça. Puis, bon, différentes péripéties là, jusqu'à la fin, là, mais c'est très drôle. Là, puis... Sinon, j'ai vu dans le truc de Before, il parlait aussi de les documentaires Up de Michael Apted, que je connaissais pas du tout, puis c'est assez fascinant. C'est des documentaires qui sont, entre autres, diffusés à la BBC, mais qui est en fait le concept. Ça, c'est vraiment un projet qui a été construit exprès pour ça. C'est pas comme la majorité des autres, comme les 400 coups, clairement, quand les 400 coups ont été faits, il n'y avait pas d'ambition de continuer avec le même personnage plus tard. Là. Je veux dire, les 400 coups, c'est un film qui se tient en lui-même, qui est tout seul. Même chose on a dit avec Before. Mais Up, c'est vraiment, c'est documentaire, là, donc c'est pas de la fiction, mais c'est, dans le fond, 14 enfants britanniques, où il y en avait 20 au début, mais finalement, ils en ont suivi juste 14, je ne sais plus trop. Ou en tout cas, c'est 14 enfants britanniques, puis le but, c'est de les filmer, de leur parler. Ils ont 7 ans. Le premier, en fait, ça s'appelle Seven Up. Puis là, ils ont 7 ans, puis le but, c'est de les parler avec eux, puis après ça, les revoir plus tard à chaque 7 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est ça, tu fais des entrevues avec eux, tu les filmes pendant genre 1 ou 2 journées, puis après ça, 7 ans plus tard, tu retournes les voir, puis après ça, 7 ans plus tard, tu retournes les voir, puis 7 ans plus tard, tu retournes les voir. Puis, c'est ça. C'est quand même vraiment... En tout cas, moi, c'est le genre de projet qui me fait triper. Mais, puis c'est ça, ça a commencé en 1964 avec Seven Up. Après ça, en 71, je pense, il y a eu Seven plus Seven. Après ça, 21 Up, puis etc. Puis il y a eu 63 Up en 2019. Ah oui, en 2019. Ça fait 60 ans. Ben c'est ça, tu avais les enfants à 7 ans, puis là, ils sont rendus à 63 ans, puis tu es encore avec eux. Tu les as vus comme à chaque 7 ans d'intervalle, c'est quand même fou. Puis la majorité des 14 enfants sont là dans toutes les éditions, mais il y en a qui en ont manqué certaines, puis t'en as un, t'as Charles
que lui, j'ai vu qu'il était plus là depuis 1977, puis il a même intenté des poursuites pour faire retirer son personnage des anciens. Donc, je sais pas ce qui s'est passé là, mais les autres, ça va. Les 13 autres sont là. C'est ça. Je sais pas si quelqu'un d'autre va faire le suivant, 70 Up, parce que Michael Apted, il est mort au mois de janvier cette année. Et tu sais, il devait être vieux, là. Un projet sur 60 ans, il doit avoir 20 ans, toi, quand il a commencé les plus. Là. Ouais, ben, c'est ça. Mais il a réalisé mais c'est ça, il a réalisé de la fiction aussi, puis ce gars-là, c'est lui qui a fait il a fait Narnia en 2010, le Passeur d'aurore. Ah ouais. Ouais. Bizarre. Bizarre. Mais c'est ça. C'est drôle parce que ben c'est drôle. Il est parti ça dans les années 60, donc quand il a fait ça, il y avait un but politique là, derrière ça. Dans le sens que il voulait montrer, c'est fait exprès, les 14 enfants, c'était fait exprès pour qu'ils viennent de différentes classes sociales. Il voulait montrer que les classes sociales sont vraiment déterminantes dans ton destin, pour montrer que le petit-fils d'ouvrier que tu montes au début, plus tard, tu vas le retrouver encore ouvrier là, ou quelque chose de même. Puis c'est ça. Puis finalement, c'est de ce que j'ai pas regardé, je me suis pas tapé toutes les. J'aimerais ça, là, mais ils sont pas nécessairement super accessibles, je pense. Sûrement, là, à chercher un petit peu plus. Là. Mais au final, c'est le cas, là, d'après ce que j'ai compris, là, les gens, ils restent dans leur classe sociale, puis tu le vois vraiment avec ces documentaires-là. Mais ça a quand même pris une tournure beaucoup moins politique au fil des itérations. Pour se concentrer plus sur l'aspect humain, l'aspect personnel des gens, puis c'est ça, puis leur cheminement de vie, puis tout ça. Là. Mais tu vois ça, mais j'ai envie de dire que c'est la même chose un petit peu que dans les sciences sociales en général. Là. Je veux dire, les années 60, c'était très, très marxiste, très classe sociale, puis tout ça. Puis aujourd'hui, on est beaucoup dans l'histoire du quotidien, puis des réalités plus particulières, individuelles. Fait que c'est ça. Fait que c'est intéressant quand même de voir. C'est pas anodin, tous ces changements-là. C'est ça. 14 enfants, il y avait juste 4 filles. Parce qu'on est des années 60, puis on pense pas que... Mais j'ai vu, je pense qu'il disait que le but, c'était... Vu qu'il y avait un but social, un but social et politique comme ça, il voulait voir un petit peu si les gens restaient dans leur classe, donc il voulait voir un petit peu quel métier il allait faire. Fait que là, une femme, il s'imaginait pas que les femmes allaient se retrouver massivement sur le marché du travail. Donc, c'était comme moins intéressant de s'intéresser aux femmes parce qu'ils n'allaient pas nécessairement travailler plus tard. Puis, en tout cas. Puis c'est intéressant. Aujourd'hui, il trouve ça dommage. Là, mais, il est mort, là, mais il trouvait ça dommage. C'est intéressant. Sinon, je sais pas si on continue dans les affaires. J'ai noté pas mal d'affaires. Mais c'est ça. Sinon, tu as Cédric Clapiche, lui, qui se revendique vraiment de Truffaut. C'est en entrevue, c'est ça. Il disait que c'est ça. Tout a commencé avec L'Auberge espagnole, un film de 2002 qui raconte, en le fond, encore une fois, un film individuel qui se tient, qui raconte l'histoire là, de jeunes étudiants qui font le programme Erasmus. Je pense quand même une grosse chose en Europe, là, espèce de programme d'échange étudiant que tu t'en vas étudier à l'étranger. Donc, lui, il s'en va à Barcelone. C'est Romain Duris qui joue le personnage. Puis, bon, c'est ça. Donc, t'as encore la question du voyage là, qui est présent. Puis, c'est ça. Puis, bon, il fait des rencontres, puis il vit sa vie. Puis, bon, c'est ça. Tu l'as-tu vu, Berge espagnole?
Ah, j'ai rien vu de Clapiche. Rien. C'est vraiment, c'est un bon film, là. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est la jeunesse début des années 2000, là, c'est les vieux Y, j'imagine, s'il fallait classer par génération. Mais c'est en quelle année? Les- C'est dans les 90, ça? C'est 2002. Il y avait deux, ok. Les Grecs, ça commence en 80, je pense. En tout cas. Mais peu importe. C'est des divisions un petit peu artificielles. Je sais que tu traces la ligne, là, mais après ça, tu as Les poupées russes en 2005, qui est donc la suite. Puis justement, que Cédric Lapiche, en entrevue, il disait que il avait le goût de faire une suite, mais il a dit avant de faire une suite, comme je suis allé voir Romain Duris, je lui ai dit faut que tu viennes chez moi, on va regarder les films d'Antoine Doinel de Truffaut pour que tu comprennes c'est quoi qu'on essaye de faire. Donc c'est ça. Donc tu vois, le modèle est vraiment explicite dans ce cas-ci. Euh, Puis c'est ça. Puis les poupées russes, ben, euh, ça se passe en grande partie à Saint-Pétersbourg. C'est pour ça que c'est les poupées russes. Puis ce que j'ai retenu de ce film-là, c'est que j'ai trouvé que la première heure était horrible et confuse parce que ça allait dans tous les sens. Puis tu sais pas trop. Tu sais, l'auberge espagnole, c'était des étudiants en échange étudiant, puis qui vivent leur vie de jeune. Puis les poupées russes, ben là, c'est comme tu reprends le même personnage, mais là, qui vit rien de particulier. Tu le retrouves juste chez lui. Puis là, il y a comme différentes histoires d'aventure ou peu importe, mais ça va dans tous les sens, c'est confus. Puis la deuxième heure, par contre, est extraordinaire parce que là, tu trouves un enjeu, tu trouves un but, puis c'est vraiment bon. Mais non, je recommande vraiment cette trilogie-là avec Casse-tête chinois aussi, le troisième en 2013 qui se passe à New York. Euh, C'est ça. C'est bon. Là, il y a Cécile de France qui joue là-dedans. Il y a Audrey Tautou, puis euh, Kelly Riley. C'est ça. Ce sont vraiment des acteurs qui reviennent là, dans les trois films. As-tu la notion du temps comme le temps qui passe entre les films, genre ça joue beaucoup sur ça? Ou c'est juste comme des suites, puis c'est juste qu'ils ont vieilli normalement, tu sais? Ouais, ben, tu sais, c'est pas tant l'emphase sur le temps qui passe que justement sur l'évolution des personnages. Dans ce cas-ci, tu vois vraiment, tu sais, les personnages, tu sais, au début, c'est, bon, un étudiant qui, c'est ça, tu sais, il est aux études, puis, bon, il y a une espèce d'objectif de carrière au départ, mais à la fin du film, il l'abandonne complètement. Puis là, tu vois, justement, des étudiants qui font le party comme vers une vie un peu plus rangée, puis tu vois vraiment une évolution dans les trois films à ce niveau-là, là. Euh, je pense. Je dirais qu'il y a ça. Sinon, en tant que tel, le temps qui a passé, pas nécessairement, plus justement l'évolution. OK. C'est vraiment conçu un personnage à différentes étapes de sa vie, en fait. C'est ça l'idée. Puis c'est des films relativement légers, là. Surtout le dernier, là, Casse-tête chinois, c'est un petit peu une comédie romantique classique, là, mais c'est bon, là. C'est ça. Sinon, j'avais noté aussi, as-tu vu des films de Claude Lelouch? Ben, non, j'ai pas vu, mais ça me paraît d'un homme et une femme, là. Un homme et une femme. Euh, Film de 1966 avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Palme d'or en 1966. Oscar du meilleur film étranger aussi. Puis notre prix préféré, le prix du jury œcuménique. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est l'histoire. Bon, pourquoi ça rappelle quand même. Ben, juste, je trouve que le film, c'est la prémisse, justement, quand je parlais de l'espèce d'histoire d'amour archétypale typique, c'est un petit peu comme le Before Sunrise d'une autre génération, là, ce film-là, là, dans le sens que c'est vraiment ces deux personnages qui se rencontrent. C'est un veuf et une veuve, mais c'est des jeunes veufs, un jeune veuf et une jeune veuve qui se rencontrent puis qui tombent amoureux. C'est ça. C'est vraiment un très beau film. C'est vraiment très bon. Je le recommande à tous. Mais c'est ça. Mais il y a aussi eu la particularité que comme
comme les Before ou comme les autres, ben, il a eu envie de revisiter cette relation-là plus tard dans le temps. Et ça a commencé avec un homme et une femme 20 ans déjà, en 1986, qui est une sorte de... Ben c'est ça, là, on reprend les personnages 20 ans plus tard, donc là, le temps a passé, les personnages ont vieilli. Jean-Louis Trintignant, il est un petit peu ailleurs, là, son personnage dans la vie. Bon, lui est rendu pilote d'automobile. Le personnage d'Anouk Aimée, elle travaille dans le milieu du cinéma. Puis, c'est un film... C'est un film qui reprend les personnages, mais c'est un film qui se tient en lui-même, je pense. C'est vraiment... On a une incursion un petit peu dans le monde de l'automobile, puis une incursion dans le monde du cinéma. Vraiment que le fait aussi que ça soit 20 ans plus tard, c'est que c'est tellement loin et c'est tellement long entre les deux films que tu peux pas te fier sur le premier. Puis les personnages ont tellement changé que faut que tu te réattaches à eux d'une nouvelle façon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis, ouais. T'as vraiment des belles scènes de course automobile. C'est vraiment super. C'est moins centré sur la grande histoire d'amour comme le premier. C'est plus, on reprend les mêmes personnages plus tard. Puis c'est comme si Claude Lelouch a envie de montrer le milieu du cinéma. Puis il a envie de montrer le milieu de la course automobile. Fait que là, t'as comme les deux éléments qui sont là. C'est ça. Puis t'as l'amour, t'as leur histoire entre les deux qui est là, mais qui est enrobé de tellement d'autres choses que c'est ça, c'est pas aussi central que dans le premier film. Puis ce qui est fou, c'est qu'après, en 2019, il y a eu les plus belles années d'une vie. C'est 53 ans après le premier film. Tu as une suite avec les mêmes personnages joués par les mêmes acteurs. C'est débile quand tu y penses, là, je veux dire. Ah ouais, vraiment. Jean-Louis Trintignant, il avait 89 ans quand il a tourné ça. Puis Anouk Aimée, 87. Là. C'est fou, là. Puis ils reprennent leur personnage à cet âge-là. Il a été présenté à Cannes hors compétition, puis il y a eu vraiment un très bon accueil. C'est ça, c'est particulier parce que c'est le personnage de Jean-Louis Trintignant est amnésique. Puis c'est un petit peu, ça plane un petit peu sur tout le film, c'est-à-dire que tu as une espèce de parfum de rêve puis d'irréel parce que tu sais, des fois, tu as des rêves, mais tu sais pas trop si ça s'est passé pour vrai ou pas. Puis, ou tu sais, mettons, ah ben là, tu apprends que ça s'est pas passé pour vrai. Tu sais, parce que lui aussi, ben, il est amnésique. En fait, il fait de l'Alzheimer, là. Dû à l'âge avancé, il y a des gros problèmes de mémoire, là. Puis, c'est ça, tu as l'impression que ses souvenirs ben, sont confus, justement. Il y a des choses qui ne savent plus nécessairement si c'était vrai ou pas, parce que c'est un souvenir qui disparaît ou quelque chose. Puis le film joue là-dessus aussi beaucoup. Là. Puis c'est ça, il y a des moments où tu ne sais pas trop si ce qui se passe est réel ou pas. Pour le coup, là, c'est vraiment un film où on voit que le temps il est passé puis que les personnages ils ont vieilli. Là, je veux dire, il était dans... C'est genre 34 ans plus tard, 33 ans plus tard. C'est énorme. Hein? Après le deuxième, ouais. C'est ça. Puis 53 ans après le premier, je veux dire, il était c'était des jeunes trentenaires dans le premier film. Puis là, ils sont rendus fin 80. C'est quand même fou. Puis en plus, c'est que tu as beaucoup d'extraits du film original aussi, intégrés dans le film, ce qui vient comme renforcer, tu vois à quel point les temps ont changé puis les personnages ont vieilli. J'ai écrit, ça vient accentuer ça, en même temps de meubler un petit peu artificiellement le film. Là. Mais ça, c'est autre chose. Il est particulier, ce film-là. Il se passe pas grand-chose, puis je sais pas, le tiers du film, quasiment, c'est des extraits, le quart, je sais pas, c'est des extraits du premier film. Mais
Puis un truc particulier aussi, c'est que le deuxième film n'a jamais existé. Comme, Ah, par rapport au film, ok. il a comme été renié. Là. C'est comme, il n'existe pas. Là. Puis les personnages font comme s'ils ne s'étaient jamais revus, mais ils se sont revus dans le deuxième film. Bizarre. Mais c'est ça. Le deuxième film, il n'existe pas. Il n'existe plus. Bye bye. Alors que, en tout cas, moi, tu sais, après, c'est peut-être pas la meilleure façon de voir ça, d'aller voir les trois dans tu sais, à quelques mois d'intervalle, comme je l'ai fait. Parce que c'est ça. En tout cas, j'ai vraiment trouvé que ça rendait le troisième film peut-être moins bon parce que c'était tellement de redites puis que je sais pas. C'est sûr, si tu vois comme si tu vois les plus belles années d'une vie, imagine tu as vu un homme et une femme, ça t'a extrêmement marqué en 66. Fait que tu te souviens pas de tous les détails, mais ça t'a marqué au point que tu t'en souviens quand même 50 ans plus tard. Ben là, tu vois les plus belles années d'une vie, tu dois capoter, ça doit être la meilleure séance de cinéma de ta vie. C'est comme de jouer sur la nostalgie que tu n'avais pas, dans le fond. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est ça. Non, je recommande je recommande surtout le premier film. Là. Après, si vous voulez voir les autres, ben oui, c'est intéressant. Mais voilà. Sinon, ben là, c'est sûr, toute la notion du temps, ben là, Ricardo Troggi, là, je sais pas si tu veux, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine de présenter la trilogie de Ricardo Troggi? Je pense qu'on connaît tous. Ben, c'est rapidement. Là. Ben, c'est ça. Il va-tu faire un film... il va-tu en faire un film de plus, Troji, tu penses, ou pas? Je pense Je pas. sais pas, il me semble. Dessus. Mais tu sais, 1991, je veux dire, il conclut rien. Là. Non, c'est vrai. C'est pas nécessaire. Ce serait pas. Je sais pas, il me semble ça couperait court d'arrêter ça, là, je trouve. Puis, mettons, là, quand on parle de Before, c'est que t'as comme. Tu reviens avec la boucle qui revient tout le temps. C'est comme les mêmes personnages, puis c'est comme la relation, puis tout, tandis que dans les films de Troji, c'est toujours comme des films individuels. Puis c'est juste le personnage de Ricardo qui revient, puis les histoires se regroupent pas vraiment. C'est des moments, puis c'est sa vie, là, mais il n'y a aucun lien entre tous les films. Là, ouais. Ben, t'as l'évolution du rapport de Ricardo Troggi avec les femmes ou ses amours, là, comment il aborde ça, qui évolue. Mais c'est sûr qu'en tant que tel, c'est pas... C'est ça, t'as pas le même schéma dans les films, t'as pas le... T'as pas le même lien. Non, c'est ça, c'est un petit peu des... C'est des films qui abordent des sujets différents souvent. Là. Le premier, ben là, c'est... Mais tu sais, t'as quand même... C'est intéressant quand même de voir un personnage vieillir, là, parce que le premier, c'est vraiment l'enfance, là, puis ça présente la vie d'un enfant du primaire. Puis le deuxième, ben là, c'est secondaire 5, c'est le bal de finissant, faut que je perde ma virginité avant la fin de l'année, tout ça. Puis ça, 91, ben là, c'est ça. Ben là, c'est un petit peu la vie d'un jeune adulte, mais en même temps, ça n'a pas tant... le film parle c'est ça, d'expérience, de jeunes, de voyage, en n'ayant pas une scène, puis d'amour à sens unique, de suivre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des films auxquels on s'identifie aussi, je pense. C'est ça. Puis, c'est vraiment, dans le cas de Ricardo, tous les autres, c'est sûr, ils ont toutes des influences autobiographiques, puis François Truffaut a souvent dit que les 400 coups, c'était quand même très autobiographique, puis moins les films d'après. Mais, bon, dans Ricardo Troggi, lui, il pousse le principe de l'autobiographie à son maximum, là, comme, OK, je vous raconte ma vie. Tu sais, le pire, là, c'est qu'il n'a jamais vu les films de Truffaut. Ben, quand j'ai l'entrevue qu'il a faite à DCDR, il n'a jamais vu les films de Truffaut, puis il n'a jamais vu les Before. Fait que c'est juste comme de lui, puis c'est comme, il n'y a pas vraiment d'influence par rapport à ça. C'est intéressant de ce point de vue-là. Mm-hmm. Mais tu sais, peut-être que... Ouais, je sais pas. Mais tu sais, il est quand même au courant que ces films-là existent. Là. Je veux dire, tu sais que ce genre de projet-là se fait, puis
Ouais. Que c'est pas une mauvaise idée de le faire, je sais pas. Non, alors, puis ça donne des films intéressants pareil. Tout ça à cause de Hubert Evros qui a dit parle de ce que tu connais. Joué par Girard. Girard, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Sinon, tu sais, je veux dire, puis j'ai pensé à ça parce que là, toute cette question du temps-là, ça m'a amené à réfléchir à, tu sais, il y a aussi un phénomène qui est peut-être relativement récent, là, qui est le principe des franchises qui jouent sur la nostalgie pour sortir une suite longtemps après. Puis on fait. Trainspotting. Ah, ben, c'est vrai, j'avais même pas noté Trainspotting en plus, mais on peut noter Trainspotting vu que tu veux en parler plus tard. Mais ouais, non, c'est ça, Trainspotting, tu vois vraiment les personnages plus tard, les mêmes personnages, puis voir leur évolution, puis voir le monde qui a changé, voir la ville d'Édimbourg qui a extrêmement changé entre les deux films. Là. C'est quand même super intéressant. Puis, c'est des films qui, tu sais, c'est con, là, mais moi, quand je pense à ça, je pense à Histoire de jouet 3, là, qui est comme, qui joue vraiment sur l'aspect nostalgique puis sur les personnages qui ont vieilli. Puis dans ce cas-ci, qui joue vraiment sur le fait que les spectateurs ont vieilli avec les personnages là, de la même façon, puis que des enfants devenus adultes. Puis t'en as plein d'autres là, qui sont des essais probablement moins fructueux. Mais c'est les bagnoles, Cars 3, c'est un petit peu moins bon. Là, mais qui essaie de jouer sur l'aspect nostalgique. Ouais. Tellement, là. Harry Potter, c'est. Ben là, je sais que tu vas aller sur Boyhood à un moment donné, mais Harry Potter, c'est Boyhood sur le film, là, tu sais, dans un univers fantastique. Ben écoute, je vais pas te montrer mes notes, là, mais parce que c'est trop petit. Mais justement, tu sais, tous ces films-là qui viennent reprendre. Ah, on fait un autre film longtemps après. Puis, tu sais, tous ces films-là, tu sais, c'est un petit peu des films qui. Tu sais, on sait que c'est possible parce qu'il y a eu des films comme les Before, puis comme les films de Truffaut, puis tout ça. Puis c'est pour ça, là, le cinéma très mainstream s'y met, si on veut. Là. Mais, puis bon, de toute façon, actuellement, là, on est vraiment dans une période extrême de nostalgie, là, que toutes les affaires reviennent, puis qu'on fait des suites à n'en plus finir, puis on n'arrête jamais les personnages. Là, je veux dire, il y a tout le temps autre chose à raconter. Là. L'histoire n'a comme pas de point final. Mais au niveau du cinéma très populaire, là, mais c'est ça, en gros. Là. Mais il y a aussi, au niveau de l'évolution du temps, ben, il y a l'idée justement de pourquoi est-ce qu'on ne suivrait pas des personnages sans ellipse ou sans ellipse majeure, mettons. Puis justement, là, le premier que j'ai noté avant même de parler de Boyhood, ben, c'est Harry Potter qui fait un peu ça. T'sais. Mais de façon involontaire, si on veut, dans le sens que c'est par la force des choses, parce qu'on adapte des romans qui, les romans, ben, ça raconte des années scolaires, puis c'est 7 années scolaires qui se déroulent, puis on voit, oui, l'évolution d'un personnage, mais je sais pas à quel point, je pense pas que ce soit nécessairement quelque chose d'inédit d'un point de vue littéraire de suivre l'évolution d'un personnage. Là, que ce soit vraiment casé comme année de même, c'est peut-être une approche qui s'est moins vue. Là. Mais c'est ça. Mais mais je pense surtout ce qui fait la particularité au cinéma, c'est que tu vois les acteurs qui vieillissent là, en même temps. C'est ça qui est entre autres une particularité. Là. Puis dans Harry Potter, ben là, c'est flagrant. Tu vois vraiment, c'est ça, tu suis des personnages sur cette année, puis qui grandissent. Puis le truc avec Harry Potter, par contre, c'est que il s'est passé un peu plus de temps dans la vraie vie que dans l'histoire des films. Ce qui fait aussi que tu as souvent une grosse différence entre les films. Alors que, au niveau du physique, mettons, des acteurs, alors que, genre, le film s'est fini en juin, puis le film suivant, il commence au mois d'août. Puis, les acteurs, ils ont vieilli de 2 ans, là, alors que, entre le début du film au mois d'août puis la fin en juin, ben, ils changent pas. Mais bon.
C'est ça. Puis là, ben, tu as le concept, justement, Richard Linklater lui-même qui a poussé le concept assez loin avec Boyhood, qui est un de mes films préférés à vie. Là. C'est dans mon top 5, là, certainement. Ben, dans le fond, c'est le même concept que The Before. Là. C'est Ouais, le même mais concept. Ils sont dans un film. c'est ça, c'est dans un film, puis t'as des ellipses parce que c'est pas, je veux dire, l'histoire n'est pas en continu, Non. euh, mais c'est des ellipses de maximum 1 an. T'as pas, t'as pas des bons de 9 ans. C'est pas des moments volés comme les 9 ans de Before. C'est plus on suit un personnage un petit peu en continu, mais t'as pas le choix de faire des ellipses parce que tu peux pas couvrir 12 ans pour le coup, parce que le film se passe sur 12 ans. Qui a été tourné sur 12 ans à coût de quelques jours par année. Euh, puis, c'est ça. Tu suis un petit gars de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est juste vraiment bon. T'sais. Pourtant, il n'y a pas de vraie intrigue. Là. C'est comme, mais c'est la vie qui se déroule. Là. C'est un petit peu le quotidien. Puis, c'est notre génération, là, on s'entend. Puis, tu sais, de Linklater avec l'affaire de moment, c'est ça. C'est qu'il capte juste le moment. Même si c'est un moment de 13 ans, mais c'est quand même un moment. Tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Puis, c'est des choses, je veux dire. C'est la vie, c'est de la. Je sais pas, là, la vie d'enfant dans les années 2000, puis après ça, l'adolescence, tout ça, je veux dire, ça a beau se passer au Texas, je C'est pense qu'on, universel. C'est ça. c'est ça, on s'identifie beaucoup, là, puis je veux dire, ça parle d'Harry Potter à un moment donné, puis ça parle de, t'as du Britney Spears, puis du Coldplay qui joue en musique, puis c'est ça, c'est vraiment ancré dans le temps comme ça. C'est ça. C'est excellent. Ouais. Mais je pense C'est. que Linklater, je pense qu'il est à découvrir vraiment. Il n'est pas assez connu pour ce qu'il devrait, là, je pense. Là. C'est clair. Que, Ben ouais. Ça dépend pour qui. Mais, ouais. Mais c'est vrai que. Bon, la trilogie Before puis Boyhood, c'est vraiment des grands films, j'ai envie de dire. c'est des films qui se ressemblent aussi, mais à des moments différents. Mm, C'est beau. c'est ça. T'as Dazed and Confused, puis School of Rock. School of Rock, qui est un film de Richard Linklater, en effet. Qui n'a pas vraiment rapport avec, avec les autres, mais qui est très bon. Très bon, School of Rock. Mais ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, Boyhood, c'est un petit peu le coming of age du coming of age. Là. C'est comme une espèce de film coming of age, tout ce qu'il y a de plus parfait là, dans son genre. C'est ça. C'est vraiment un jeune qui vieillit. Excellent. C'est vraiment bon. Ouais. Ça fait-tu le tour? Je pense que oui. Je sais pas. J'espère que j'ai pas parlé trop longtemps là, de plein d'autres films ou d'autres trucs, là, mais tu sais, je veux dire, je pense que ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est des films qui ont utilisé un petit peu le même concept de façon similaire ou pas, mais que Ça reste je assez pense différent, pareil, c'est ça. ça, c'est des films très différents. On voit qu'on peut faire là, des choses différentes avec ça. Puis c'est vraiment des films que je pense qui sont vraiment bons, que je recommande vraiment. Il n'y a rien de mauvais là, dans ce que j'ai dit, à part si mettons que j'ai cité des films super rapidement, là, mais je veux dire, tous les films sur lesquels je me suis un petit peu plus étendu, que ce soit Truffaut, Clapiche, Claude Lelouch ou bon, Boyhood ou tout ça, là, c'est vraiment des films à voir. Là, donc, Mais tu sais, ça montre aussi que Before, c'est quand même unique en son genre aussi, puis c'est quoi une bébite qui ressemble à rien, là. C'est intéressant. c'est vrai, parce que là, on a parlé de plein de films qui dans le même style, mais au final, c'est différent complètement. Ouais. Voilà. Fait que, regardez ça, la trilogie Before.
C'est incroyable. Ouais, exact. Là, je voulais finir avec est-ce qu'il va y avoir une suite, mais là, on en a jasé déjà. Il n'y en aura sûrement pas. Fait que... Ah, dommage. On verra. On verra. Mais... Est-ce qu'il va y avoir La vie d'Adèle, chapitres 3 et 4? Peut-être. C'est toi qui sais. Je sais pas. Kéché, je suis pas sûr que ça va bien, ces affaires actuellement. Ouais. En tout cas, c'est bon.